suis arrivé chez Dargaud il y a à peu près 5 ans maintenant. Donc je ne suis pas l'éditeur de Poisson Pilote, parce qu'en fait chez Dargaud, le but de la rencontre, c'est aussi de vous présenter les coulisses, comment ça peut marcher, que ce soit un auteur, des éditeurs, un libraire. Donc chez Dargaud, en fait, on est trois éditeurs. Nous n'avons que 2 collections au catalogue qui sont Poisson Pilote, Long Courrier. Le reste, c'est un label Dargaud. Donc en fait, on est 3 à suivre des auteurs essentiellement, des projets, et il se trouve que nous avons tous les 3 des séries en Poisson Pilote, des projets en Long Courrier et ailleurs. Donc je ne suis pas spécialisé Poisson Pilote. À l'instar de mes 2 autres collègues, je suis quelques séries. Alors pourquoi on fonctionne comme ça et pourquoi je ne suis pas Monsieur Poisson Pilote? Moi, ça me paraît beaucoup plus sain de fonctionner comme ça, parce que en gros, pour caricaturer, si je n'avais que la collection Poisson Pilote en charge, je serais très vite amené à justifier mon salaire en publiant des projets et en disant bon allez, il faut que je fasse 10 projets Poisson Pilote dans l'année. Et tout d'un coup, les critères de sélection sont un petit peu déplacés. N'ayant pas de volume à atteindre, on peut se permettre de ne pas avoir de nouveautés en Poisson Pilote pendant une année, pendant 6 mois. Ça peut arriver. En fait, on n'en a absolument rien à foutre. C'est pas le problème. Ce qui n'est pas le cas dans d'autres collections. Quand vous êtes directeur de collection attitré à une collection particulière, vous allez avoir du mal à justifier à votre patron qu'il n'y a pas de nouveauté pendant 6 mois. Voilà. Donc c'est un fonctionnement qui nous paraît vraiment sain en fait en termes de politique éditoriale. Je pourrais vous raconter l'histoire, la légende de la naissance de Poisson Pilote qui tient énormément à Guy Vidal, qui était, si vous ne connaissez pas, qui est un éditeur, qui était auteur également, particulièrement aimé à la fois des auteurs et du milieu. C'est quelqu'un qui était très respecté, qui a eu une longue carrière, parce qu'il a commencé à être éditeur chez Pilote dans les années 60. C'est quelqu'un qui dégageait un charisme assez impressionnant, et qui avait qui provoquait un grand respect chez des gens très compliqués comme Lewis Trondheim, ou des Claire Bretéché, ou des grands caractères reconnus chez les auteurs de bande dessinée. La collection Poisson Pilote est née le 1er avril 2000, ça fait 10 ans et 15 jours. Aujourd'hui, il y a maintenant 118 titres au catalogue, une bonne trentaine de séries, je crois, ça va être à peu près ça. Et on continue à essayer de chercher, de permettre à certains auteurs d'affirmer leur créativité, leur voix. Définir plus la collection Poisson Pilote, ça va être compliqué, parce que ce n'est pas thématique, c'est pas une collection de science-fiction, ça n'empêche qu'il peut y avoir de la science-fiction, ce n'est pas une collection de récits historiques, même si on peut avoir des récits plus ou moins historiques, comme pour l'Empire par exemple. Ce qui peut éventuellement être le plus proche d'une définition de l'esprit de cette collection, c'est un léger décalage entre un espèce de ton humoristique qui n'est pas forcément du gag premier degré, ça peut aussi être du gag premier degré, mais bon, généralement, il y a une espèce d'ironie. Et c'est essentiellement, et je vais m'arrêter là après pour la définition, en fait, on essaye de donner la place à des auteurs qui s'adressent plutôt à des ados adultes. C'est pas très enfantin quand même, a priori, la plupart des titres. Et ce sont des auteurs qui ne sont pas dans des registres très balisés, que l'on peut avoir par ailleurs dans notre catalogue, mais dans tout le champ de la bande dessinée franco-belge. Ça nous arrive très souvent en fait de se demander, quand on a un projet qu'on veut publier, de se dire, on reçoit des projets qui sont clairement affirmés comme étant comme devant s'intégrer à la collection. Voilà, les auteurs nous disent tiens, j'ai pensé à ça pour être en Poisson Pilote. Et il y a d'autres cas, parfois on dit bah non, c'est pas du Poisson Pilote. D'autres cas où on a des projets qui sont pas forcément faits pour et que l'on va intégrer dans la collection, et c'est de vraies discussions qui tiennent à la fois à des formats. Pour le moment, il n'y a que des albums classiques cartonnés en 48 pages et rarement plus. Voilà, donc le format classique, hein, à l'époque c'était ça aussi, c'est de permettre à ces auteurs issus de l'underground ou du quasi-underground d'arriver dans un format connu qui ne pose pas de problème
à quiconque, que ce soit les libraires, le public, ou n'importe qui d'autre, et de leur permettre de franchir un palier en termes d'audience. Voilà, c'était quand même ça aussi le but. Mais on se pose toujours la question, et ça tient à rien, ça tient à des envies en fait. Je crois que Guy Vidal définissait ça en fait, c'est la collection Poisson Pilote, c'est des envies. Donc pour les plus connus emblématiques de la collection, je suis Johann Spar, Lewis Trondheim, voilà, Bouzard, qui nous a rejoint plus récemment. Qu'est-ce que ça représente de travailler à 15 phares dans Trondheim? Ça représente beaucoup de soucis. Non, en fait, c'est vrai que ces deux auteurs-là sont très intéressants parce qu'on n'a pas de prise sur eux, en fait. Donc c'est pas un problème, en fait, mais Johann démultipliant les projets à droite, à gauche, en fait, plus que Gallimard et quasiment plus que Gallimard et Dargaud maintenant, quoi, mais voilà, donc il fait du cinéma, il fait de l'animation, il écrit, il scénarise, il dessine, il fait plein de choses. Donc ça fait partie de ces auteurs en fait qui ont tout d'un coup qui vous appellent en disant j'ai une idée, je veux faire ça. Celui-là je pense que c'est pour toi, celui-là je pense que c'est pour Gallimard. Il nous écrit des mails avec l'éditeur de Gallimard et moi en copie. Il dit voilà ce que je vais faire l'année prochaine. C'est bien, non mais voilà, c'est pas la guerre en fait. Souvent, avec l'éditeur de Gallimard, on boit le soir pour oublier. Non, donc voilà, Johann m'appelle, me dit tiens, j'ai écrit la moitié d'un Chat du rabbin pendant que je finissais la réalisation du film. Je te plaide bien quand ça paraît, mais je m'y mets dès que je peux. Donc là, après, mon boulot est d'essayer. En fait, je cours après Johann Spar, et parfois je me mets devant pour essayer de l'empêcher de passer, ce que je ne réussis jamais à faire. Donc c'est de l'accompagner en fait, c'est vraiment un travail d'accompagnement, c'est pas un travail je ne provoque pas les projets chez Johann, ou alors c'est sur vraiment le très long terme, dans le fil de discussion, voilà, il peut y avoir des sujets que je peux instiller dans son cerveau malade, qui peuvent éventuellement donner quelque chose à la fin. Mais là c'est vraiment lui qui mène la danse, c'est lui qui propose, et qui fait selon son propre calendrier, mais j'ai 4 projets en cours avec Johann Spar, qui mettent selon les cas 2 mois à se faire ou 3 ans. Voilà. Donc c'est vraiment passionnant parce que c'est un garçon. Enfin, je ne vais pas vous vendre Johann Spar, quoi, mais enfin, il est terriblement brillant, quoi. Et il a maintenant une stature et un statut qui en fait il a toujours eu, il n'a pas changé, quoi, mais voilà, il a toujours 15 projets à la fois et de temps en temps il y en a un qui tombe. Et quand ça tombe chez vous, vous êtes content et voilà, il vous fait un travail d'accompagnement. Donc c'est quelqu'un qui est très bordélique, qui vous envoie des pages qui ne sont jamais 3 fois au même format. Donc il y a plein de problèmes techniques qui se posent par la suite, qui sont très intéressants, qui demandent beaucoup de temps. C'est toujours dans l'urgence. Voilà, c'est un type qui a une énergie absolument démentielle, quoi. Je vois tous les gens qui l'ont vu, qui n'étaient pas dans le milieu de la bande dessinée, qui l'ont découvert et que dans le cinéma on ne revienne pas, quoi. C'est le gros livre de Gainsbourg, on va sortir la collection Poisson Pilote 30 secondes. Mais c'est pour vous donner une idée, le gros livre de Gainsbourg, j'ai eu les originaux fin août et on a envoyé les fichiers chez l'imprimeur début octobre. Pour faire 480 pages avec un truc qui était un champ de mine au départ, enfin, c'était n'importe quoi. Et en l'espace de 3 sessions de 8 heures à 4 heures du matin, il nous a tout organisé, tout fait, tout écrit. Voilà, donc ces bouquins, un Chat du rabbin, c'est pareil. Il est capable de le dessiner en 2 mois. Il sait à l'avance où il va parfaitement. Il a tout écrit dans sa tête. Et après, il dessine comme il écrit depuis qu'il a 18 ans, quoi. Donc, ça va très très vite. Et mon travail, c'est de l'accompagner et d'essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'obstacles vis-à-vis de quiconque. Voilà, celle-là, c'est purement technique, c'est purement de l'éditorial pur. Faire travailler des graphistes avec quelqu'un qui n'est jamais disponible, demander au coloriste de faire les 4 dernières pages en 2 heures, arracher une couverture, etc. Lewis, il est un peu comme Johann Spar. C'est un auteur c'est une manière d'être un auteur que l'on adore, parce qu'il n'est pas dans la production, il n'est pas dans l'entretien d'une carrière,
tiens, j'ai plus que 3 séries, il faut que j'en fasse une 4e, ou j'ai pas eu de nouveauté depuis 6 mois, c'est pas ça. Pour le dernier Lapino, pour Top Ouf, j'ai eu un coup de fil un matin anormalement tôt pour Lewis à 10h. Il me dit tiens, je me suis levé et puis j'ai repris les pages que j'avais faites il y a 5 ans et j'en ai fait 5. Voilà. Donc je vais faire Top Ouf et tu l'as dans 3 mois. Voilà. Donc c'est vraiment au fil des envies et des. Non, mais je trouvais ça tombait bien, effectivement, alors, pour 10 ans, comme c'est lui qui a un petit peu qui avait initié. Lewis Trondheim est je ne sais pas si certains d'entre vous ont pu le rencontrer, si vous l'avez vu, est un personnage assez déroutant, parce qu'en fait il est maladivement timide et mal à l'aise en société, donc il se cache derrière un masque d'indifférence, voire d'impolitesse ou de provocation. Il aime beaucoup la provocation, mais c'est une manière de se protéger, de se cacher. Et donc en fait c'est un très grand sentimental au fond. Et on a parlé il y a 1 an et demi, on a dit à Lewis qu'il y aurait les 10 ans de Poisson Pilote en 2010. Évidemment, il ne nous le dira jamais, il ne l'avouera jamais. Lewis, si tu m'entends, j'imagine que tu démentiras, mais je suis quasiment sûr qu'il l'a un peu fait pour Guy Vidal, pour qui il avait une énorme affection et un immense respect, évidemment. Voilà, mais après Non, c'est pas un calcul commercial, mais c'est un. Ah non, c'est le toucher de Trondheim, il n'y a pas de calcul commercial. Non, je pense que c'est très bonne idée. Non, je pense que ça a dû trotter un peu dans sa tête et ça a dû provoquer le réveil de Lapino qui avait commencé vraiment il y a 5 ans, quoi. Cette histoire-là. Il avait 5 pages, puis il s'était arrêté comme il le fait souvent en fait. Il commence quelque chose, il a une idée, il fait les premières pages, il garde l'histoire en tête, et puis pour une raison ou une autre, il la met de côté, et là voilà, il s'est réveillé un matin en se disant tiens, je vais finir Top Ouf, quoi. Et 2 mois plus tard, il l'avait effectivement fini. Je ne sais pas si vous connaissez Bouzard, je pense que c'est un des grands auteurs humoristiques d'aujourd'hui et encore plus de demain. C'est quelqu'un qui vient vraiment de Landes de Grande avec les 6 pieds sous terre. Il a travaillé pour Le Psychopathe aussi un peu, je crois, il y a longtemps. C'est quelqu'un qui vit dans une campagne reculée, qui est fan de musique. C'est un vrai punk rocker dans l'esprit. Donc il court pas après le strass, la carrière, il n'en a rien à foutre. Lui, ce qu'il veut, c'est raconter ses histoires. Il est toujours étonné quand il se rend compte que ces histoires font rire les gens. Il dit tiens, ça te fait rire, étonnant. Lui, il est plus sur le mode je trace un sillon sans trop regarder devant, sans trop savoir comment c'est reçu, sans avoir un immense besoin de retour en fait, quoi, de la part de ses interlocuteurs. Donc lui, c'est un auteur qu'on a plus tendance un peu à pousser, à essayer de le faire avancer un peu malgré lui, parce qu'il a un petit côté nonchalant et il aime beaucoup la contrainte temporelle, quoi. Donc voilà. Au fond, le déclencheur aussi de la collection Poisson Pilote et de la naissance de cette collection, c'est que Vidal sentait bien que ce qui manquait au catalogue au pluriel de la bande dessinée, c'était de pouvoir permettre à des auteurs qui, 30 ans auparavant, auraient eu comme tremplin, comme première occasion de se faire la main et de se faire connaître d'un public, auraient eu comme tremplin un support de presse. Qui était Pilote à l'époque, dans Pilote dans les années 60, l'âge d'or du magazine, c'était totalement disparate aussi, on s'en souvient pas forcément, mais il y avait dans le même numéro du Blueberry et du Mandrika, quoi. Donc, ce qui aujourd'hui dans le Poisson Pilote est symbolisé par Christian Rossi et Mathieu Sapin. C'est exactement le même registre, le même antagonisme qui se retrouve, quoi. Dans un même esprit, dans une même continuité éditoriale. Donc voilà, c'est vraiment Pilote aussi, on en parle toujours, on insiste toujours quand on parle de Poisson Pilote, c'est les racines historiques de Dargaud qui sont Pilote et à qui on a essayé de redévelopper, de faire une bouture avec Poisson Pilote en fait. Merci à vous. Merci Thomas.